il a été mis en place successivement plusieurs, ce qu'on appelle PCAET, Plan Climat Air Énergie Territoriaux, et sa dernière mouture est en cours de validation sur la période qui va amener la métropole jusqu'à 2030. Et justement, je vais te laisser développer en partie ce sujet, mais d'autres. La parole est à toi. Merci. Très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Ouais, très bien. Je vais vous parler, pour introduire un peu tout ça, de l'engagement de la métropole sur la question de la construction biosourcée. Je vais vous refaire un petit peu le parcours. Donc un parcours évidemment qui a commencé avant mon arrivée à la métropole, parce que moi je suis élu depuis 2020. Mais pour introduire ça, je vais débuter là-dessus. Bon, alors on vous l'a dit, je suis ingénieur, donc j'aime bien les graphiques avec plein de chiffres, mais je ne vais pas vous perdre trop non plus. Mais ça, c'est quand même le point de départ du plan climat de la métropole de Nantes. Donc vous voyez qu'entre 2014 et 2024, on a réussi à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, notamment en 10 ans, on a réduit nos émissions de gaz à effet de serre de 35% par habitant. Ça tombe bien, c'était l'objectif de la métropole, donc on peut être assez fier d'avoir réussi ça. Néanmoins, l'objectif maintenant que les métropoles doivent respecter, c'est ce qu'on appelle la neutralité carbone. Donc c'est-à-dire qu'en 2050, on ne doit pas émettre plus de carbone que nous ne sommes capables d'en stocker. Et le problème, c'est que même pour une métropole comme la métropole de Nantes, qui est très engagée et qui est la meilleure métropole de France, évidemment, parce que je suis VRP de ma collectivité, et ben en fait, cette neutralité carbone, pour l'instant, on va l'atteindre en 2320 si on continue au rythme actuel. Donc on a gentiment 270 ans de retard sur les objectifs, ce qui veut dire qu'on doit complètement changer de braquet. Alors, fort heureusement, les politiques publiques qu'on a commencé à lancer depuis le début du mandat 2020 nous amènent déjà à une trajectoire qui est la courbe orange, où on voit qu'en fait on a accéléré, on a commencé à amplifier les actions, mais on n'est encore pas sur la bonne trajectoire, puisque pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il faut qu'on fasse moins 46% d'émissions de gaz à effet de serre entre 2024 et 2030. Bon voilà, là je vous ai un peu balancer plein de chiffres, mais ça donne quand même cet objectif vertigineux de réduction de moins 46% des émissions de gaz à effet de serre. C'est pas en plus une lubie nantaise, parce que Rennes vient de passer son plan climat et ils sont à moins 42%. Donc on fait mieux, mais on va dire que c'est à peu près pareil quand même en termes de trajectoire. Et donc c'est quand même un enjeu majeur auquel on est confronté aujourd'hui. Et donc derrière ces chiffres, il y a beaucoup d'engagement. Mais ce que je voulais commencer par dire, c'est que on a tendance à beaucoup parler, quand on parle de politique de transition, de l'électrification des voitures, etc. Enfin, il y a des enjeux qui remontent beaucoup. Mais un sujet dont on parle assez peu, c'est la décarbonation du bâtiment. Enfin, je trouve qu'en tout cas, on en parle trop peu, notamment parce que dans toutes les hypothèses, dans tous les plans climat, à un moment donné, l'ensemble du secteur du bâtiment n'émet plus de carbone. En tout cas, il faut qu'on arrive à dire ça pour réussir cette trajectoire. Et donc, forcément, la question du biosourcé, elle doit être au cœur de nos politiques publiques. Un autre élément, parce qu'on n'est pas uniquement focalisé sur le carbone, il y a plein d'autres sujets comme l'adaptation, les enjeux sociaux. Et notamment, nous, dans le plan climat, on s'est mis à parler de ressources locales. En Loire-Atlantique, on a une grosse tension sur la ressource en sable qu'on utilise énormément pour faire pousser, qu'on utilise beaucoup dans l'agriculture industrielle et dans le béton. Et donc, il faut absolument qu'on réduise notre production et notre consommation de béton, parce que sinon, on se met à construire des carrières de sable à en plus finir, c'est pas du tout durable. Donc, ça, c'est quand même une espèce de point de départ. Et donc, forcément, on arrive à un plan climat avec beaucoup d'actions, dont une qui a donc tapé dans l'œil de Fibois, et pas que, on en est content. C'est élaborer une feuille de route territoriale avec les acteurs locaux pour massifier l'utilisation des déchets du BTP et les matériaux biosourcés et structurer une filière de l'éco-construction. Donc je vais vous raconter un peu ce qu'il y a derrière tout ça et finalement vous refaire le trajet qu'on a suivi à la métropole de Nantes depuis quelques années. En 2019, ça a été dit, on a commencé avec une charte une charte d'engagement sur le fait de mettre des matériaux biosourcés dans les projets de la métropole. C'était un moment assez fort parce qu'on a retravaillé le plan climat de l'époque, on a retravaillé le plume, on avait donc cette charte. On a à ce moment-là sorti aussi une OAP thématique dans le plume sur les questions énergie-climat où on met en avant la question des matériaux biosourcés. Donc on a eu ce moment un peu d'effervescence et notamment on s'est engagé à ce qu'il y ait dans 30% des projets de Nantes Métropole des matériaux biosourcés à un niveau 2 du label biosourcé. C'est aussi à ce moment-là qu'on a travaillé sur un peu deux niveaux de mobilisation, si je peux dire, qui sont encore notre manière d'agir.
globalement, tous les projets de la métropole de Nantes doivent intégrer du biosourcé parce que voilà, on a une espèce de guideline pour tous les projets qui respectent donc un certain nombre de réglementations thermiques, etc. et aussi des matériaux biosourcés, mais à un niveau globalement le niveau 1 du label biosourcé. Et en plus, on cherche à avoir des projets exemples, et je parlerai de quelques projets exemples qui permettent de mettre en avant vraiment un engagement plus fort, donc au-delà du niveau du label. Un des projets exemples qui est assez connu, et je ne sais pas s'il est connu dans la salle, c'est le projet de Pierremille-les-Îles, sur lequel je vais vous dire quelques mots parce qu'on en est assez fiers. C'est pour la filière un projet assez important, et pour nous aussi, en tant que métropole, ça a permis de dire qu'on pouvait faire des choses vraiment sur le biosourcé important, qu'il fallait aller chercher et travailler avec les filières, et qu'on pouvait arriver à faire des projets vraiment intéressants. Donc Pierremille-les-Îles, c'est une ZAC de à peu près 1000 logements, beaucoup d'équipements publics, 40 000 m² de tertiaire. C'est surtout une des grandes dernières ZAC de la métropole, très proche de la centralité nantaise, donc forcément très regardée aussi. Et donc cette ZAC Pierremille-les-Îles, on a commencé à la travailler en 2018, donc un peu avant la charte. A commencé à faire un sourçage individuel un peu pour regarder les entreprises du coin qui pouvaient travailler sur le biosourcé et se demander, bon, bah, est-ce qu'il y a telle ou telle solution qu'on aimerait mettre en avant. L'année d'après, en 2019, on s'est dit qu'on allait commencer à faire un sourçage collectif, c'est-à-dire commencer une approche par filière. Et c'est comme ça, finalement, qu'on a commencé à vraiment se dire, eh ben, pour éviter de mettre en concurrence différentes solutions du biosourcé, parce que globalement, si on disait on va faire 1 ou 2 bâtiments biosourcés, bah, on aurait peut-être une mise en concurrence entre différentes solutions. On va prendre l'ensemble du plan de la ZAC et on va se dire bah, certains bâtiments vont être réservés à de l'isolation paille, à d'autres types de solutions, aux chanvres. Alors si je commence la liste, je vais me faire étriper par ceux qui représentent des filières que je ne cite pas. Là, j'ai donc la paille, j'ai le chanvre, globalement tout en ossature bois. Et bah c'est tout là-dessus. Bref. Donc en fait, on a vraiment essayé d'attribuer par filière biosourcée différents types de bâtiments pour éviter cette mise en concurrence. Et on a changé aussi le mode de fonctionnement, c'est-à-dire on ne voulait pas un fonctionnement linéaire où il y a la métropole donneuse d'ordre qui confie à un opérateur le fait de développer la ZAC, qui confie à un archi et un bureau d'études le fait de faire les bâtiments, qui ensuite fait son sourçage. On a vraiment fait un fonctionnement beaucoup plus circulaire. Alors, je ne sais pas si j'ai la slide. Non, je ne l'ai pas, c'est pas grave. Un fonctionnement beaucoup plus circulaire où on travaillait tout de suite ensemble, en groupe, y compris avec les habitants et les habitantes pour inclure tout ça. Donc, cette démarche-là nous a permis d'accéder à cette slide qui est absolument géniale, mais vous ne voyez pas grand-chose. Cette slide, donc, c'est l'objectif d'aménagement public est une opportunité pour les filières d'élargir l'étendue des domaines d'emploi. Parce qu'en fait, on sait que pour les filières, c'est important de pouvoir dire on a réussi à faire un bâtiment en paille de R+7 par exemple, alors qu'avant on n'avait que R+5 sur le territoire. Et donc en fait, élargir le domaine d'emploi, c'est se dire on a repoussé un peu les limites de ce qu'on savait faire à un instant T. Alors évidemment, sur le temps d'une ZAC, entre-temps, il y a plein d'autres exemples qui ont pu dépasser les domaines d'emploi de 2020. Mais en tout cas, c'est ça qu'on a cherché à faire, c'est regarder ce que la filière a réussi à faire à un instant T, ce qu'elle pense pouvoir faire et utiliser ce projet pour donner des exemples sur le territoire qui peut servir ensuite pour l'ensemble de la filière, pas que l'entreprise qui est sélectionnée. Et donc finalement, sur ce projet, on a quand même mis beaucoup de temps et d'investissement qui d'ailleurs dont le chantier commence là. Donc vous voyez que c'est évidemment du temps très long sur des projets comme ça. Ce qu'on peut se dire, c'est que globalement, il ne faut pas qu'on s'attende. On voyait qu'à la métropole, on avait ce côté, bon, on a envie de faire une école en biosourcé parce que notre élu nous a dit que ce serait bien de le faire, mais en même temps, on ne sait pas trop si ça se fait, on n'a pas d'exemple, donc on va attendre de voir si ça se fait. Bah non, en fait, on ne va pas s'attendre, on va pousser, faire le sourçage, aller voir les filières. En plus, ils sont de plus en plus structurés, donc ça nous permet d'avoir des projets exemples qui encouragent tout le monde à avancer. J'ai combien de temps là? Je suis déjà... Ça va? 5 minutes, ok. Donc, ça a fait que quand on est arrivé sur le nouveau mandat en 2020, on avait cet exemple-là qui n'avait pas encore de projet concret, mais qui était déjà une histoire qui commençait à se construire. Et donc, quand il y a eu d'autres projets entre-temps qui sont arrivés
plus petit et plus rapide à monter, forcément, ça nous a un peu débloqué en interne, psychologiquement, la possibilité de le faire. Donc je vais prendre cet exemple-là. Ça, c'est une maison d'accueil de jour qui est donc en ossature bois, isolation paille. Une maison d'accueil de jour, vous savez, c'est pour les gens notamment à la rue ou qui ont besoin d'accompagnement social, mais c'est sans locaux pour dormir, c'est simplement pour passer la journée. Et donc ça, c'est un projet qu'on a fait, donc c'est du R+1, qu'on a fait en maîtrise d'œuvre interne. Et c'est vrai que je pense que si on n'avait pas eu des projets comme Pyramide-les-Îles, etc., on ne se serait peut-être pas permis de faire des projets pareils en maîtrise d'œuvre interne. C'est assez compliqué. En plus, c'est très joli. Enfin, ça, c'est mon avis, mais voilà. Voilà, donc de faire des projets innovants et qui a permis qu'on fasse quelque chose qu'on n'avait jamais fait. C'était un événement pose de la première botte de paille. Et donc, du coup, ça permet aussi de changer un peu les rapports culturels qu'on a avec les constructions neuves. Donc ça, typiquement, c'est aussi un des projets un peu exemples qu'on met en avant. Ce que je vous disais, c'est les deux approches. Maintenant, tous les bâtiments doivent intégrer du biosourcé à au moins un niveau de base, et ensuite on a quelques projets exemples qui nous permettent de dire regardez ce qu'on est capable de faire, et en plus là on n'est pas plus cher que des bâtiments en béton classique, donc on était très fiers de ça. Autre exemple de comment cette culture du biosourcé a pu infuser, on a récemment mis à jour le règlement de ce qu'on appelle Mon Projet Rénov'. Alors ce n'est pas Ma Prime Rénov', parce que l'État nous a piqué le nom en changeant un peu. Mon Projet Rénov', c'est le dispositif d'accompagnement à la rénovation thermique de la métropole. Depuis cette année, on a décidé, donc globalement, on accompagne l'audit, la maîtrise d'œuvre et les travaux. On finance 50% de l'audit, 50% de la maîtrise d'œuvre et 30% des travaux. Depuis un an, on a décidé d'arrêter de financer les matériaux non biosourcés sur les travaux. C'est-à-dire qu'on enlève de l'assiette de ce qu'on finance les matériaux issus de la pétrochimie, parce qu'on estime que maintenant ça suffit, on est capable de faire de la rénovation avec des matériaux biosourcés, donc c'est ça qu'on va financer. Bon là aussi, c'est aussi du fait qu'on ait de la connaissance, fait de la maîtrise d'œuvre interne et qu'on commence à se dire oui c'est possible et on peut faire de la rénovation avec des biosourcés. Pour terminer mon premier propos sur la suite, parce que vous voyez, je vous ai présenté un projet, un peu comment on a évolué sur le mandat. Finalement, dans le plan climat, vous l'avez vu, qui va bientôt être voté, on a des engagements sur le biosourcé. C'est parce qu'on est en train de bâtir une nouvelle feuille de route sur le biosourcé, puisque la convention est en train d'arriver à échéance. L'idée, c'est donc de continuer à travailler sur la commande publique, comme je vous ai montré avec des bâtiments, avec des projets internes. On pense qu'il faut de plus en plus unifier le travail avec nos satellites, donc tous les acteurs et les actrices autour de nous qui sont intéressés sur le biosourcé, mais on n'a pas toujours des règles communes de travail, et donc on a un peu de perte là-dessus. Il faut qu'on avance aussi sur la question de l'urbanisme, notamment de comment on étudie les différents projets qu'on voit passer pour pousser la question du biosourcé. Et quelque chose qui, pour moi, est très important, c'est la question du développement économique. Aujourd'hui encore, à mon sens, on accompagne beaucoup de filières qui sont dépassées. On est focalisé sur l'IA, l'informatique, tous ces trucs-là. Les filières d'avenir, en fait, c'est la construction biosourcée, c'est ce qui se base sur les ressources qu'on a autour de nous. Et donc, on a vraiment envie qu'on accompagne la construction biosourcée en tant que filière économique d'avenir. Donc ça veut dire accompagner pour trouver peut-être des locaux, du terrain, structurer tout ça, faire ce qu'on fait très bien avec les autres filières. Donc là, on a recruté quelqu'un à la métropole dont le travail, c'est d'accompagner les filières biosourcées, qui est au sein de la direction du développement économique et qui va chercher à structurer un peu tout ça. Voilà pour cette première introduction. Ce que je peux dire, c'est que cette question du biosourcé, on le voit sur les projets en fait. Si on arrive en fin de projet en se disant on a construit un bâtiment, tiens au fait, est-ce qu'on ne mettrait pas un peu de biosourcé à la fin? Globalement, ça ne marche pas. Il faut vraiment penser le bâtiment en fonction des matériaux et de la ressource locale. C'est un peu pareil pour toutes les politiques publiques, et y compris pour les questions économiques. Il faut vraiment considérer qu'on vit une révolution économique sur la question du bâtiment, et donc il faut le prendre au sérieux, et c'est pour ça qu'on essaie d'avoir une entrée économique sur ces sujets. Merci Tristan et Guillaume, on peut l'applaudir. Je vous en prie, on va tester l'acoustique de la salle.